BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, débat et analyse toute l'actualité passionnante du Web3 tous les jours de la semaine sur BFM Business, en direct à 15h et rediffusion à 21h30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Pavao. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes avocat fiscaliste, fondateur de Parelli, cabinet dédié à la fiscalité des acteurs de l'innovation, et vous êtes aussi rapporteur du groupe de travail fiscalité et comptabilité de l'ADAN, l'association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Avec vous, on va parler dans quelques instants du projet de loi de finances 2024, notamment qui porte sur la fiscalité des actifs numériques. On parlera de la fiscalité du minage et du stacking. Les débats ont commencé aujourd'hui même au Sénat. J'accueille aussi avec plaisir Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut Amaury. Cofondateur et directeur de la recherche de The Big Whale. Avec vous, on va parler dans quelques instants de ce qui se passe du côté de Binance. Pour rappel, Binance qui devra payer 4,3 milliards d'euros à la justice américaine. CZ, le PDG emblématique, démissionne, plaide coupable d'avoir enfreint les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il laisse sa place donc à Richard Teng, nouveau PDG de Binance, qui est pro-régulation. On en parle dans quelques instants. N'oubliez pas, article à retrouver sur notre site de notre journaliste BFM Crypto, Pauline Armandet, qui fait un peu le point sur tout ce qui se passe du côté de Binance aux États-Unis. Il titre « Le géant des cryptos Binance peut-il survivre à ce qu'il se passe après la démission surprise de son patron ?» Si vous nous suivez à la télé, vous voyez en preview la une de cet article. Grégory, on commence tout de suite avec ça. Est-ce que les affaires américaines de Binance vont-elles avoir un impact chez nous, en France, chez Binance France ? C'est très possible, comme vous le soulignez, Binance est une filiale en France, donc c'est celle-ci qui est régulée chez nous. Et pour être régulée en tant qu'institution financière, ou en tout cas en tant que prestataire sur services d'actifs numériques en France, il faut que ses dirigeants et surtout ses actionnaires en fait fassent preuve d'honorabilité. Ces aides, donc le patron de Binance, certes, part bientôt, mais il reste toujours actionnaire à 100% de la filiale française. Il vient de se faire condamner quand même pour blanchiment, donc c'est pas rien. Ça risque d'avoir des conséquences effectivement pour la filiale française de Binance. Et au niveau, pour rester un petit peu sur ce qui se passe aux États-Unis, donc il est plus PDG de l'entité Binance Monde. Il garde des parts, du coup, les parts dans la filiale française. Mais pour ce qui est de Binance Monde, quel va être son rôle désormais ? Qu'est-ce qu'on sait de tout ça ? Il va prendre beaucoup de recul et il va quitter la direction opérationnelle. Ce ne sera plus le patron. Par contre, il a bien annoncé publiquement qu'il gardait toutes ses parts et il me semble qu'il est actionnaire majoritaire. Et la particularité de la filiale française, c'est que normalement, dans le monde financier traditionnel, une filiale locale, elle est détenue par par le groupe mondial. Là, en fait, la filiale locale de Binance n'est pas détenue par Binance Monde, parce que Binance Monde n'existe pas, mais par son PDG. Donc c'est un homme en fait qui détient le capital de Binance France et non pas une personne morale. Et est-ce qu'on sait par qui a été prise la décision de mettre Richard Teng, le nouveau PDG de Binance, à la place de CZ, qui est pro-régulation ? C'est probablement CZ lui-même, c'est un peu son dauphin. Il avait été recruté il y a quelques années pour ses compétences en matière de conformité, donc ça semble assez logique. Je trouve que c'est un bon candidat pour le rôle. En tout cas, disons que une page se tourne chez Binance et on va avoir quelqu'un de plus policé, moins clivant, et je pense que c'est pas plus mal. En tout cas, il a le profil pro-régulation pour... plutôt adapté à ce qui se passe en ce moment. Cédric Pavao, vous êtes avocat fiscaliste, mais notamment rapporteur du groupe de travail fiscalité et comptabilité à l'ADAN. Quel regard vous portez sur cette actualité, sur ce qui se passe du côté de Binance en ce moment ? Est-ce que ça peut compliquer un peu votre travail, notamment du côté de l'ADAN en France ? Alors, je suis désolé, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le cas de Binance. Donc, co-rapporteur, je traite plutôt des sujets fiscaux. Simplement, ce que je peux dire, c'est que cette pratique de Binance est assez conforme à ce qui avait déjà été indiqué lorsque d'ailleurs ils étaient intervenus en France, sur le fait qu'ils privilégiaient le business, puis la régulation après. Donc là, c'est la partie où ils se conforment à la régulation. C'est assez conforme à la feuille de route au final qui avait été indiquée. Oui, c'est ça, comme dans beaucoup d'entreprises qui se lancent au départ. On pense d'abord au business, on se focus là-dessus, notamment aux États-Unis. Souvent, ça marche comme ça.
Et après, derrière, on fait un peu les comptes, et là, les comptes sont en train d'être faits. Grégory, c'est quoi les gros dossiers réglementaires attendus par Binance en France? Maintenant, c'est quoi la suite? Alors, il y en a deux principalement. C'est le retour des contrats futurs, donc les contrats à terme sur Binance, parce qu'ils ont disparu de la plateforme en France en 2022. Donc ils attendent en fait d'avoir le droit de reproposer ce genre de produit. Donc ils ont besoin d'un go de l'AMF, le régulateur financier en France. Ils attendent aussi le précieux agrément PSAN, donc qui est la grosse licence en fait pour pouvoir opérer en tant que de vendeur de crypto-monnaies auprès du public en France. Cet agrément sera obligatoire pour exercer à partir de 2025. Donc en fait, si l'AMF est un peu, s'avère choqué par ce qui s'est passé aux États-Unis, pourrait ralentir ces dossiers. En tout cas, et selon nos informations, ces dossiers sont au point mort depuis plusieurs mois parce que justement l'AMF attendait de voir ce qui allait se passer aux États-Unis. L'AMF attendait une potentielle décision, en tout cas une potentielle prise de position de la part des États-Unis. Bien sûr, parce qu'ils n'allaient pas donner une licence réglementaire à Binance quelques semaines avant que les États-Unis condamnent Binance pour blanchiment de fonds. Ça aurait fait de très mauvais genre. Donc voilà, maintenant la sanction est tombée. On va voir comment l'AMF va apprécier ça. Et autant ça peut très bien se passer aussi. Et justement, c'est quoi les scénarios probables? Alors évidemment, on ne sait pas, mais dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour commencer peut-être par une touche d'optimisme. Il y a de l'optimisme. Disons qu'il y a plusieurs points de vue sur l'affaire. Si on se met du point de vue de l'AMF, on peut considérer qu'elle se dit les États-Unis ont infligé des sanctions, ils ont forcé le départ de ces aides. Donc en fait maintenant l'entreprise va être un peu mise au pas et les choses qui étaient un peu gênantes, qui semblaient un peu obscures, en fait vont disparaître et donc l'entreprise va être au niveau en fait pour pouvoir bénéficier des plus hauts niveaux réglementaires. Ça c'est une vision. Donc en gros le ménage a été fait, on va pouvoir avancer. L'autre vision c'est que en fait c'est une entreprise presque criminelle et du coup il faut l'interdire d'opérer. Donc en fait il y a ces deux points de vue qui s'opposent. On ne sait pas ce qui va se passer. Bon, pour faire le point là-dessus, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mise au pas du coup de Binance et Changpeng Zhao, du coup, l'ex-PDG maintenant. Qu'est-ce que l'on sait, sachant que c'est encore très frais, donc attention, on prendra plus de recul plus tard. Mais pour l'instant, Grégory, que sait-on? Qu'a-t-on à en retenir? Il faudrait un peu voir ce qui pourrait se passer. Surtout, en fait, il y a un risque que l'AMF ne donne pas son agrément. Ça, c'est possible. Il y a même un risque qu'on lui retire l'enregistrement. En fait, là, tout l'enjeu va être là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais moi, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. En fait, qu'est-ce que ça dit de l'écosystème en fait. Je pense que après donc le crash de FTX et le procès de son fondateur Sam Bankman-Fried, dont le verdict est tombé, en tout cas pas le verdict, mais en tout cas il y a disons des peines qui ont été, on sait ce qu'ils risquent. C'est ça, il risque et les peines vont être présentées, je crois, 28 mars. C'est ça. Il risque 110 ans de prison. Donc le dossier FTX c'est fait, Binance quelque part c'est fait. Donc en gros, toutes les entreprises qui étaient un peu nébuleuses, en fait, elles sont en train de ou de disparaître ou d'être condamnées. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est on va vers l'institutionnalisation du secteur. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir avancer. Et moi j'aimerais reprendre le billet de blog posté par Brian Armstrong, qui est le patron de Coinbase, qu'il a publié sur les réseaux sociaux le soir où c'est tombé pour Binance. Là, il a dit nous avons fait le choix de la conformité. Ça nous a ralenti par rapport à nos concurrents. Ça a coûté cher aussi parce qu'il a fallu embaucher plein de spécialistes en conformité. Ce sont des gens souvent qui coûtent cher et qui ne rapportent pas grand chose à l'entreprise. Binance a privilégié l'innovation à tout prix. La plateforme de Binance est ultra performante, mais ils ont peut-être pas embauché assez de personnes au niveau conformité, et c'est après qu'on arrive avec des problèmes de blanchiment de fonds. Donc en fait, le patron de Coinbase a fait le choix d'inscrire son entreprise dans la pérennité. Elle est là pour durer. Elle n'a pas accumulé de dettes réglementaires comme Binance. Et où est-ce qu'ils en sont, Coinbase, aux États-Unis? Parce que on sait que c'est un peu les bons élèves. Ils ont essayé à chaque fois d'attendre, d'avoir plus de précision sur ce qui pouvait se passer. Mais c'est toujours un peu le brouillard. Est-ce qu'ils sont récompensés pour l'instant? Pour l'instant, ils sont récompensés, oui, parce que eux, ils ont pas, on les menace pas de fermeture. Leur grand débat,
c'est le combat avec la SEC, donc les régulateurs financiers américains, sur en fait qu'est-ce que sont les actifs numériques. Est-ce que c'est des actifs financiers? Est-ce que c'est des actifs numériques, donc par nature donc différents? Leur combat, il est surtout là-dessus. Cédric Pavao, on retourne un petit peu en France, on va toujours parler de régulation, mais en France cette fois-ci. Il y a un débat important qui s'est ouvert aujourd'hui au Sénat sur la fiscalité du coup des actifs numériques. La fiscalité notamment en ce qui concerne le stacking et le mining. Donc on le rappelle, stacking et mining, c'est deux manières différentes de sécuriser la blockchain. Et dans ces deux manières de sécuriser la blockchain, on perçoit des rewards, des récompenses en tokens des blockchains respectives auxquels on contribue à sécuriser. Et la loi voudrait taxer ces revenus-là. C'est ça, Cédric? C'est exactement ça. Donc là, c'est le premier jour, comme vous l'avez dit, des débats sur le projet de loi de finances pour 2024. Cette disposition qui a retenu particulièrement notre attention, c'est sur la fiscalité du minage ou du staking. Comme vous l'avez dit également, c'est l'activité qui est essentielle au fonctionnement de la blockchain, qui consiste à vérifier et valider les transactions en contrepartie d'une récompense qu'on perçoit sous forme d'actifs numériques. Et cette clarification dans la loi, elle vient du fait qu'il y avait des incertitudes sur le régime fiscal. On avait en 2018 une décision du Conseil d'État qui est venue déjà dire que les revenus de ces activités devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Mais on avait une incertitude quant à la date de perception. C'est quoi, pour les gens qui nous écoutent, un bénéfice non commercial? Comment est-ce qu'on peut vulgariser ça? Les bénéfices non commerciaux, déjà il faut bien préciser que cette modification vise l'impôt sur le revenu. Et en fait, c'est la catégorie un petit peu balai et un petit peu fourre-tout qui vise à taxer toutes les activités lucratives, donc sous la forme d'exploitation lucrative, comme ça peut être le cas du minage ou du staking, qui consiste donc à vérifier les transactions sur la blockchain. Donc cette imposition à la catégorie des bénéfices non commerciaux, ça on l'avait déjà clarifié avec la décision du Conseil d'État, mais on avait vraiment un doute sur la date de perception. Tant les termes de la décision du Conseil d'État que la doctrine administrative, qui pouvait paraître un peu ambiguë, laissaient penser qu'on pouvait retenir comme moment d'imposition la cession des récompenses et non pas leur perception. Pour autant, on sait que l'administration, que ce soit dans le cadre de contentieux fiscaux ou dans le cadre de prise de décision formelle de rescrit, considérait, elle, que l'imposition était à la date de perception. Donc il y avait une incertitude qui était source de contentieux. Et de ce point de vue-là, le fait de clarifier dans la loi les règles pour tout le monde et que tous les acteurs soient donc au courant de ces règles, c'est une avancée et une bonne chose, puisque ça va apporter plus de sécurité juridique. Bon, et là, où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce qu'il y a une solution qui a été proposée? Alors oui, il y a une solution qui pose un certain nombre de difficultés. Donc là, la loi prévoit tout d'abord de clarifier que c'est bien les bénéfices non commerciaux. Là-dessus, on avait peu de sujets, mais précise que les récompenses vont être imposables au moment de leur perception. Donc la première chose à dire... Quand on dit perception, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où les tokens sont transformés en monnaie fiat? Ah non, c'est le moment où elles arrivent les sur le wallet, sur la clé cryptographique de minage. Donc c'est le moment où on les reçoit. Alors évidemment, selon chaque protocole, on va avoir des débats. Le principe, c'est que c'est lorsqu'ils sont mis à la disposition du contribuable. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on perçoit des récompenses, tant qu'on les a pas transférées en monnaie fiat, la valeur de ces jetons, de ces tokens n'est pas stable. Grégory, je trouve c'est un peu compliqué. En fait, comment est-ce qu'on estime? Parce que si on perçoit quelque chose sur lequel on est taxé et qu'après ça vaut zéro, comment ça se passe? Ouais, effectivement. Mais bon, après, le jour où on reçoit ces rewards, elles ont une valeur. Donc, je pense que le législateur fonctionne comme ça aussi. Mais moi, j'avais une question, Cédric, par rapport à ça. La fiscalisation, elle arrive au moment où on claim ou au moment juste où on est en droit d'en bénéficier? Alors ça, c'est un sujet qui n'a pas été tranché par le texte, qui est très très simple, qui évoque simplement la perception. Si on se réfère aux principes généraux de l'impôt sur le revenu, c'est la disponibilité. Et donc, bien, pour chaque situation, il va y avoir des récompenses qui peuvent être bloquées. Si elles sont bloquées, on peut considérer qu'elles ne sont pas mises à disposition. Et d'autres situations où il faut les claim. Alors, à ce moment-là, il faut regarder au cas par cas, selon chaque protocole, quand est-ce qu'on peut considérer qu'on en a la disposition. Parce qu'en fait, dans certains cas, on peut très bien décider de claimer, donc de recevoir ces récompenses une fois par an, au moment où en fait on peut faire la déclaration. Mais il y a certains protocoles en fait où les récompenses arrivent
tous les jours, voire toutes les minutes ou toutes les secondes. Les cas sont un peu différents selon les protocoles. C'est exactement l'une des difficultés qu'on soulève. En fait, il faut savoir qu'en 2019, le législateur s'est déjà saisi de la fiscalité des actifs numériques pour évoquer le cas des cessions d'actifs numériques. Et de manière un peu, pour simplifier, il avait érigé un principe assez favorable qui consistait à dire tant qu'on reste en crypto, il n'y a pas d'imposition. L'imposition intervient à la cession, cette fois-ci, contre des euros. Est-ce que ce serait pas plus simple de faire comme ça, sachant que de toute manière, quand on récupère les tokens, si je dis n'importe quoi, si on en avait 10 de base et grâce à la sécurisation de ces 10-là, on s'en retrouve finalement avec 11, si on déclare les 11, finalement, on sera quand même imposé. Est-ce que c'est pas plus simple de faire comme ça? Je sais pas. Alors, ce serait plus simple, effectivement, mais c'est pas la solution qui actuellement est retenue. C'est pour ça qu'on est attentif au débat. En fait, cette solution, elle s'entend notamment parce que le minage, le staking, c'est une activité. Et là, il faut peut-être rentrer un petit peu dans un aspect plus technique, notamment pour le staking, c'est que le staking fait intervenir deux catégories d'acteurs. Il y a le validateur à proprement parler qui met en dépôt ses actifs numériques et qui a un serveur en ligne qui va, avec un logiciel, valider les transactions. Et il y a également le délégataire qui, lui, va simplement prêter ses actifs numériques au validateur et recevoir une partie des récompenses en contrepartie. Et la spécificité, c'est que ce délégataire, en fait, il représente la majorité des contribuables et eux, c'est plutôt un revenu passif. Ce n'est pas vraiment, on peut difficilement les traiter comme un exploitant exerçant une activité. Donc le délégateur, lui, ce serait passif et le validateur, lui, serait plutôt actif dans la Exactement. Dans la procédure. Le validateur, lui, il sait les transactions qu'il valide, les récompenses. On peut effectivement les soumettre à des obligations, on peut comprendre qu'on les soumette à des obligations quasi comptables de suivi de leurs transactions. Par contre, pour les délégataires qui sont en fait des contribuables qui veulent simplement faire fructifier leur crypto, des fois d'ailleurs pour des sommes assez modérées, la solution qui est là évoquée va être très problématique pour eux puisqu'ils vont devoir avoir un suivi de toutes les transactions qui correspond à tenir une comptabilité, ce qui n'est pas vraiment l'objectif initial en 2019 lorsqu'on a créé un cadre fiscal un peu simplifié pour ces contribuables. Grégory, vous voulez réagir? Ouais, en fait, si je ne m'abuse, c'est juste un alignement par rapport au mining. Oui, en fait, on va retenir la même solution, quelles que soient les formes de minage. Est-ce qu'il y a une différence qui est faite entre stacking et mining? Ou alors, pour l'instant, c'est perçu de la même manière? C'est perçu exactement de la même manière. C'est ça, et en fait, quelque part, on participe à sécuriser un protocole. Ce protocole nous récompense pour cette activité. Quelque part, c'est une forme de salaire. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment un investissement. En fait. Mais la manière de faire est différente. C'est-à-dire que dans du stacking, alors on l'a vu, Cédric, il y a à la fois le validateur et la personne qui va déléguer. On peut peut-être être perçu, c'est une question, on peut peut-être être perçu plus actif quand on fait du mining parce qu'on doit avoir des machines, il y a un investissement en matériel qui doit être fait, messieurs. C'est un peu pareil. Hein. Enfin, quand on veut faire du mining, on achète des machines pour sécuriser la blockchain. Mais quand on fait du staking, on achète des tokens, des crypto-monnaies pour les immobiliser dans le protocole et avoir des récompenses. En fait, il y a une dépense à la base de toute façon. Donc pour vous, c'est à peu près la même chose? À mon sens, oui. Oui, juridiquement, la définition qui est retenue pour le minage ou le staking, c'est la même, c'est de participer à la sécurisation du réseau. La distinction qu'on peut faire, c'est plutôt pour ceux qui ont une participation très indirecte et qui sont passifs et qui se retrouvent dans cette situation à être traités comme un exploitant d'une activité lucrative. Ça, c'est un peu regrettable qu'on n'ait pas cette distinction qui soit faite. Après, les autres difficultés, la première, ça va être celle de la valorisation des récompenses qu'on perçoit. C'est ça, vu le temps que c'est volatile, c'est un peu compliqué. Comme l'a dit Grégory, on peut en percevoir des fois des dizaines ou des centaines par jour. Et donc, à la fin de l'année, lorsqu'il faut déterminer la valeur de tout ce qu'on a perçu à la date de perception, ça peut s'avérer assez complexe. Donc, par rapport à ça, il y a une solution qui est proposée qui consiste à pouvoir valoriser de manière trimestrielle les récompenses qu'on perçoit afin de simplifier le travail des contribuables, également aussi de l'administration fiscale qui va exercer qui va faire les contrôles. Et après, un autre problème fondamental, c'est qu'on fait coexister deux régimes fiscaux, à la perception les bénéfices non commerciaux et au moment où on va céder les récompenses qu'on a perçues, la cession d'actifs numériques est également imposable. Alors, il faut bien préciser ici qu'il n'y a pas de double imposition. Pourquoi ? Parce que les sommes qui sont imposées à la perception sont prises en compte pour le calcul de la plus-value
lors de la session. Mais on peut quand même être dans une situation assez dérangeante et assez déplaisante s'il y a eu une dépréciation de valeur entre les deux, puisque on va être imposé dans les bénéfices non commerciaux, alors qu'à la session, on fait une moins-value et les règles actuelles, telles qu'elles sont pensées, ne permettent pas de compenser ces profits. Et donc on est imposable, autrement dit, sur une somme qu'on n'a jamais perçue. Si vous étiez au Sénat, par exemple Grégory, si vous étiez au Sénat aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposeriez pour vous? Ce serait quoi la solution la plus simple pour tout le monde? Cédric évoquait la déclaration trimestrielle, quelque chose comme ça. Je pense que c'est une très bonne solution, voire une déclaration annuelle. On peut rêver, mais oui, ça passe par là. Mais après, sur le reporting, je pense que tous les gens qui vont passer par des plateformes d'échange type Binance, CoinHouse pour faire du staking, on va leur fournir un reporting automatiquement, ça va, il n'y a pas de souci. Après, c'est ceux qui font du staking sur des choses décentralisées comme Lido, voilà, ce genre de choses, qui ne pensent pas forcément comme Bercy le voudrait, quoi. Donc il y a des harmonisations à avoir et c'est là que ça va être compliqué. Et en plus, je parle même pas du liquid staking. Est-ce que c'est pris en charge, voilà, dans les discussions, quoi. On peut rappeler, Grégory, rapidement ce qu'est le liquid staking? Le liquid staking, c'est quand vous stakez par exemple vos Ethers dans Lido, on vous donne un équivalent, disons un actif synthétique qui représente ce que vous avez immobilisé, et cet actif synthétique, vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose. Exactement. Ça veut dire qu'on immobilise, mais tout en pouvant profiter de la valeur de ce qu'on a immobilisé dans le réel, quoi. C'est ça, c'est un peu comme si vous touchiez une hypothèque et que vous la misiez quelque part ailleurs, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il faut surveiller d'autre dans ce PLF, un projet de loi de finances 2024? Est-ce qu'il y a d'autres dispositions à surveiller de près en ce qui concerne le Web3? Alors, il y a une obligation qui a été étendue, l'obligation de déclarer les comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger sur des plateformes étrangères. Ça concerne les particuliers déjà. Et bien là, c'est étendu aux sociétés commerciales. Donc, elles vont devoir avoir une nouvelle obligation de déclaration. Et après, le PLF, le projet de loi de finances, est assez limité en disposition sur l'actif numérique. On espère quand même qu'au Sénat, on s'empare un petit peu du sujet qu'on vient d'évoquer, notamment sur le report des moins-values. Mais sinon, c'est les principales dispositions. En dehors du projet de loi de finances, on constate quand même une tendance, et d'ailleurs ça a été évoqué, à faire peser de nouvelles obligations sur les acteurs centralisés, sur les plateformes. On peut mentionner que la commission de surveillance du secteur financier vient de remettre au ministre Bruno Le Maire des recommandations pour imposer aux plateformes de donner des informations fiables et complètes sur les transactions, mais également éventuellement sur le staking lorsqu'il est fait par l'intermédiaire de cette plateforme. Donc on voit cette tendance, mais qui est une tendance très ancienne et d'ailleurs pas propre au secteur du Web3, de faire peser les obligations sur les acteurs centralisés afin de toucher derrière les contribuables personnes physiques plus simplement. Grégory, il nous reste une bonne minute. Le mot de la fin, c'est en termes de régulation, ce qu'on est en train de faire en France et en Europe. Bon, c'est assez technique, mais d'une manière générale. Est-ce que pour vous, on est en train d'aller dans le bon sens? Oui, je pense. Bien sûr, le règlement MiCA, il est loin d'être parfait, mais il a l'avantage d'être là et surtout, on peut avancer. Donc, parce qu'avant tout ça, on avait peur de finir en prison ou qu'on nous ferme notre boîte parce qu'il n'y avait pas de cadre. Là, on peut avancer. Donc moi, je trouve ça positif et voilà, on en parle assez souvent sur le plateau de BFM Crypto, mais il y a l'ETF Bitcoin qui arrive bientôt aux États-Unis, porté par des géants comme BlackRock, Fidelity. Voilà, tout ça, c'est lié en fait à l'institutionnalisation du secteur et au cadre réglementaire. Donc oui, pour moi, l'avenir s'annonce radieux, quoi. Et il y a aussi tout ce qui est autour de la tokenisation des actifs financiers qui est porté par les banques. Enfin, voilà, les actifs numériques, c'est pas qu'un petit truc porté par des gens anarchistes et contre l'État. C'est pour tout le monde et ça s'institutionnalise. Comme le disait Valentin Demey hier sur ce plateau, le secteur est en train de quitter sa phase d'adolescence, est en train de mûrir de jour en jour et s'institutionnalise de plus en plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Je rappelle Cédric Pavao, avocat fiscaliste, fondateur de Parelli, cabinet dédié à la fiscalité des acteurs de l'innovation et aussi rapporteur du groupe de travail fiscalité et comptabilité de l'ADAN. Merci aussi Grégory Raymond, directeur de la recherche et cofondateur de The Big Whale. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. Rendez-vous demain à 15h pour les pros des cryptos et lundi dès 15h pour le club BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, le club.